Fabien Galthié a cédé suite à la pression médiatique. Suite à l'article visant son management un petit peu controversé qui est sorti ce week-end, à l'affaire Chaluro, et aux journalistes qui envisageaient de voir Paul Boudéan débuter au centre contre la Nouvelle-Zélande, Fabien il a craqué. Il a donc décidé de faire jouer Movaka en 8 pour faire souffler Aldrit, Lucu en 9 pour reposer Dupont, Boudéan au centre à la place de Danty, et évidemment Sékou Makalou à l'ouverture. Ça règle le problème à Stoy Jalibert. Sérieusement? Non, c'est pas vrai. Si tu débarques sur ma chaîne, écoute, bienvenue, et je vais un petit peu à l'encontre de tout ce qui se dit dans les médias. Donc je le précise quand même. Mais sérieusement, on est à 4 jours de débuter une Coupe du Monde qui va se jouer en France. Ça fait 4 ans qu'on attend ça. Ça fait 4 ans qu'on est tous en train de vibrer pour les Bleus et qu'on attend ce moment et que ça démarre. Et ça fait une semaine que je suis horrifié. Attention, je suis pas horrifié ni par le jeu, ni par les blessures, ni par les compositions, mais par tout ce qui se passe autour. Alors je vais être très bref et expéditif. Car personne, et je dis bien personne, ne va me gâcher ma Coupe du Monde. Et ouais, parce que c'est ma Coupe du Monde, ça fait 4 ans que je l'attends, comme c'est la tienne, comme c'est celle des Bleus. Et oui, ils nous ont fait rêver pendant 4 ans, ils ont rebâti l'équipe de France où ils nous ont fait adhérer à un projet, et il n'y a personne qui peut gâcher ce moment-là. Premièrement, l'affaire Chaluro, je te situe le contexte. Il a été condamné pour des violences avec des faits de racisme à la sortie d'une boîte de nuit. Il a reconnu la violence et il a dit non pour le racisme. Et donc il a fait appel. Alors oui, les rugbyman, ils n'ont pas la lumière à tous les étages, mais ça on le sait depuis longtemps. Notamment les deuxièmes lignes, t'as besoin de mangeurs d'hommes un peu. Et des rugbyman qui croisent des rugbyman en sortie de soirée à 4 h du matin, je t'explique pas les étincelles que ça peut faire, mais ça c'est comme ça partout. Et Chaluro, franchement, quand tu le regardes, ça se voit qu'il a pas inventé le fil à couper l'eau chaude, hein, c'est comme Eben et Tsebet. Évidemment, je condamne toute forme de racisme, mais le rugby il fait pas exception à la règle et à notre société. Demande à des jeunes d'Île-de-France quand ils vont jouer en province ce qu'ils entendent sur les bords du terrain. Il y a quelques années, j'ai entraîné des gamins de 15 ou 16 ans au Stade Français, et à la sortie d'un match, j'ai dû empêcher la deuxième ligne de monter dans les tribunes pour faire les présentations entre leurs crampons et la bouche de spectateurs qui leur disaient de retourner manger des bananes. Et je trouve cela très grave, bien sûr que je condamne. Maintenant, Chaluro, je sais pas ce qui s'est passé, mais ce qui me déprime, c'est de voir qu'il y a 2 députés qui se saisissent de l'affaire, qui demandent au ministre des Sports de ne pas le prendre, mais quand il a été sélectionné contre l'Afrique du Sud en 2022... il n'y avait pas un bruit. Quand il était dans la liste des 42 et qu'il a joué 3 matchs de préparation, il n'y a pas un bruit. Et là, t'es à une semaine de la Coupe du Monde et pour faire ton petit buzz en tant que politicien, tu te permets de faire ça. Mais je suis pas d'accord. Alors, soit les Néo-Zélandais, ils ont commencé à soudoyer des politiciens pour pouvoir foutre le bordel en France, soit on a des politiciens qui sont déconnectés de la réalité. Pour calmer la situation, c'est quand même Dupont, le capitaine de l'équipe de France, qui vient parler devant les médias en disant que Chaluro se comporte bien en équipe de France. T'imagines si Chaluro il est raciste? Il doit pousser derrière Wardy, Movaka, Antonio ou Demba Bamba en tenant l'épaule avec Woki et avec Sékou Makalou qui est derrière lui. Oh, bonjour l'ambiance dans l'équipe. Et comme quand on a fait un pataquès sur Astoy ou Jalibert pour remplacer Ntamak, et que c'est Dupont qui est obligé de venir devant la presse pour dire non, j'ai confiance en Jalibert. Donc Dupont, en fait, c'est la voix, c'est lui qui remet tout le monde d'équerre. Alors Galthié, quand il dit que le mondial c'est pas pour les mauviettes, il a raison. Les Bleus, vous ne verrez sûrement pas cette vidéo, mais vous allez en prendre des coups. Dans la presse, dans les commentaires, les opinions des experts, des politiciens, tout le monde aura son mot à dire. Mais il n'y a qu'une vérité et c'est la vérité du terrain. Et en 4 ans, vous nous avez montré tout ce dont vous étiez capable sportivement. Vous avez réussi à nous fédérer autour de votre projet. Et ça, c'est très fort. Alors, quel que soit le résultat sportif, quel que soit le résultat de ces 4 ans de travail et ce qui va se passer pendant la compétition, sachez une chose, c'est que moi, je suis derrière vous à 200%. Et je pense, comme tous les gens qui suivent ma chaîne, on est derrière vous quoi qu'il arrive. Sur cette chaîne, on va analyser les matchs sans être pro ou anti-français. Juste en tentant de garder son objectivité, on va tenter de comprendre les actions, les systèmes et d'interpréter les choix qui sont faits. La vidéo, elle est sponsorisée par TheBet, l'application de paris sportifs. L'application, elle est neuve, des codes qui sont hyper compétitives et intéressantes. Et il y a des promotions tous les jours. Et pour la Coupe du Monde, franchement, ils ont mis le paquet. Ça va être le bookmaker à suivre. Et tu sais pourquoi? Ils ont un super bonus de bienvenue spécifique pour l'occasion et ils doublent ta cote avec le code UPRUGBY. Concrètement, ça veut dire quoi? À l'heure actuelle, la cote de la France, elle est à 1,87 pour la victoire. Donc si tu t'inscris avec mon code promo et que tu gagnes, la cote elle est à 3,74. Et là ça change un petit peu par rapport au prono que j'ai fait. Et perso, le genre de cote que j'apprécie, c'est les cotes qui sont élevés. Je m'explique. Le résultat à la mi-temps qui est nul et la victoire de la France, la cote elle est à 30. 30 x 2, 60. La probabilité que la France et la Nouvelle-Zélande, elles soient à égalité à la mi-temps et que la France l'emporte, c'est pas négligeable. Tu sais que c'est un début de tournoi sur lequel il va y avoir la pression des joueurs, il va peut-être y avoir des fautes de main parce que de l'ambiance, tout le monde attend cet événement depuis longtemps, et tu sais que ça va être un chassé-croisé, dès que l'adversaire va faire une faute, bam, tu vas sanctionner, tu vas prendre 3 points. Tu vois pas un petit 9-9 à la mi-temps ou un 12-12? Et avec une cote à 60, ça veut dire que si tu joues 59 fois, il suffit que tu gagnes une fois pour te rembourser.
C'est cadeau quand même. Franchement, ça c'est intéressant comme cote. The Bet, ils vont vraiment m'aider à développer la chaîne pendant la Coupe du Monde. Alors pour aller leur donner de la force et pour m'aider à développer la chaîne, vous pouvez aller vous inscrire avec le code promo. Comme ça, on jouera sur le même bookmaker avec les mêmes cotes. Et je suis même en train de négocier avec eux pour avoir des cotes spéciales. Vous voyez le genre de pari dont je parle, l'Australie en demi, hein? Tu trouveras le lien et le code dans la description. Mais attention, les paris sportifs, c'est interdit pour les mineurs. La devise de The Bet, c'est parier sur du plaisir. Il est important de jouer pour le plaisir et pas pour devenir riche. On ne doit pas avoir besoin de cet argent. Maintenant, place à la preview. Si t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire et de me lâcher ton meilleur pouce bleu parce qu'il va y avoir des trucs de ouf pendant la Coupe du Monde et sur cette chaîne, on va en parler. Allez, on y va ? En première ligne, on n'a pas vraiment de surprise avec Wardy à gauche, on a Marchand au talon et évidemment Yuni Antonio à droite. Sur le banc, on a Gros à gauche. Attendez, on me dit dans l'oreillette que Gros, il est pas invité en mêlée. On va se faire manger par les Blacks en mêlée. J'ai l'impression de commencer à comprendre un petit peu le rugby à force de l'analyser, de le regarder et d'en parler. Mais de là à analyser la tenue en mêlée d'un pilier, mais je suis incapable de le faire. Pourquoi? Parce que je pense que ça dépend de nombreux paramètres. Tu étudies énormément de choses sur ce secteur de jeu-là. Tout d'abord, ton visage, la position de ses appuis, sa liaison. Éventuellement, tu contactes des gens qui ont joué contre lui pour avoir leur ressenti, leurs impressions. Ensuite, tu as l'arbitre. À quoi il fait attention, lui, l'arbitre, quand il est en train d'arbitrer cette phase de jeu? C'est quoi son timing pour rentrer en mêlée? Parce qu'ils n'ont pas tous le même timing. Quelles sont les fautes qui sifflent régulièrement? Qui est en deuxième ligne pour pousser derrière toi? Et puis, il y a tout le travail que tu vas effectuer dans la semaine pour synchroniser 8 joueurs qui vont devoir pousser dans des positions qui sont pas vraiment normales contre 8 joueurs en face. T'as un énorme travail de synchronisation à faire. Et alors là, ça va dépendre de ta semaine d'entraînement. Si tu as une équipe, elle décide de travailler 6 heures sur la mêlée et 2 heures sur la touche pendant la semaine, tu peux te dire que probablement ils seront efficaces en mêlée. Surtout si l'adversaire a décidé de travailler 1 heure sur la mêlée et 7 heures sur la touche. Alors ils vont te vendanger toutes tes touches, ça c'est sûr, mais toi tu vas peut-être les monter en l'air en mêlée. Alors moi qui connais un petit peu le rugby, tu me parles d'appui inversé en mêlée, mais je pars en courant parce que j'ai jamais joué première ligne et je suis incapable de le faire. Et je me demande comment les journalistes ou commentateurs qui n'ont jamais joué au rugby devant ou jamais joué au rugby tout court, qui n'ont jamais entraîné, sont capables de te dire tout simplement ce joueur il est bon ou il est pas bon en mêlée. Je comprends pas. Pour le coup, t'as Benjamin Kaiser qui commande des matchs de temps en temps, qui dit ouais ce joueur là, les appuis c'était comme ceci, comme cela, moi j'ouvre grand mes oreilles et je l'écoute. Mais c'est pas le cas de tous, ils ont pas une carrière internationale. Et puis si tu sais pas tenir une mêlée, au bout d'un moment t'es pas en équipe de France tout simplement. Et puis tu prends la Nouvelle-Zélande, tout le monde dit ouais la mêlée de la Nouvelle-Zélande, mais ils ont explosé comme du popcorn quand ils ont joué l'Afrique du Sud. Ok c'était l'Afrique du Sud en face, mais quand même. Donc pas d'inquiétude là-dessus, s'il est là c'est qu'il le mérite. Surtout que devant ils ont aussi un petit peu de casse les Blacks il me semble. Au talon on a ce fameux Movaka, utility player qui peut jouer 2, 8, 9, 15, en fait il fait ce qu'il veut sur le terrain et franchement il est au top en ce moment donc zéro incertitude. Et puis on avait Silipi Falatea qui était en concurrence avec Dorian Aldeguerri et c'est Dodo qui passe et c'est Aldeguerri du coup qui sera finisseur sur ce premier match. En seconde ligne, on part avec Woki à gauche et Flamand à droite, donc Woki en 4 et Flamand en 5. Jusque-là, il n'y a pas de surprise. On s'y attendait un petit peu, et puis en plus, il y a la blessure de Willem C qui fait qu'au niveau des secondes lignes, on en a un petit peu moins. Il reste derrière Tao, Chaluro. Va falloir serrer les dents, les amis, en seconde ligne, parce que la compétition, elle risque d'être longue. Après, petit bémol, attention, Willem C est dans la liste des réservistes, donc ça se trouve, il va être out pendant 4 ou 5 semaines, et si tu passes l'écart, il est capable de remonter en demi-finale et de réintégrer le groupe France. Hein. Il faut pas négliger cette possibilité-là, parce qu'ils l'ont pas définitivement sorti. Et à mon avis, lui, il doit être dans des bains de forme l'eau de glace là tous les jours, 10 heures par jour. Sur le banc, on retrouve Tao qui devrait prendre son temps de jeu et je lui souhaite, c'est qu'il monte en puissance progressivement parce que je pense qu'il va nous faire énormément bien de Tao. On a peut-être eu l'impression qu'il était un petit peu effacé en équipe de France parce qu'il a jamais réussi à s'imposer comme titulaire, mais vas-y mon bonhomme, c'est peut-être ta coupe du monde en poste de numéro 5. La troisième ligne avec Aldrit, Cross et Olivon, ça c'est du solide et c'est du sûr. On a de la mobilité, de la puissance et quand même des profils qui sont aériens. Et bah franchement cette troisième ligne elle envoie du pâté non? La charnière Dupont-Jalibert, personne n'a rien à dire, tant mieux, parfait. Au centre j'ai lu des choses comme quoi Boudéan pouvait commencer en 12 ou alors qu'il fallait décaler Ficou de 13 à 12 pour faire jouer Arthur Vincent en 13. Encore une fois, si l'objectif de Galtier et de son staff c'est de dessouder ses joueurs et de dézinguer le travail qu'il a fait pendant 4 ans, ben vas-y, sors Moefana du groupe parce que Moefana c'est vrai que quand Danti n'est pas là c'est lui le titulaire, mais à 2-3 jours de jouer la Coupe du Monde, évidemment
tu rebats toutes les cartes et puis il est plus titulaire en 12, c'est plus le numéro 2 au poste de 12. Bah bien sûr. Maintenant, restons factuels. Moefana, c'est le 12 quand Danti n'est pas là depuis quelques temps déjà. Pourquoi il faudrait lui retirer ça pour le début de la Coupe du Monde? Pourquoi? Parce que Boudéan, il a dépanné en 12-20 minutes sur un match. En plus, sur ce match, si tu reprends mon analyse, il y a un essai, c'est de sa faute parce que il a du mal avec ses repères défensifs en 12, évidemment. C'est pas son poste de prédilection. Alors oui, Galtier, il cherche forcément des options pour s'arranger en cours de match et s'adapter, c'est sûr. C'est comme si tu as le choix entre Bielbiarré à l'aile et Macalou pour commencer. Évidemment, ils peuvent tous les deux le faire. Mais sérieux, pour commencer un match, moi je préfère commencer avec Bielbiarré qu'avec Macalou à l'aile. Macalou, je préfère qu'il commence en 3e ligne. Donc oui, Moefana, c'est un homme qui est dur au mal. Il est très dur sur l'homme en attaque comme en défense. Donc il y a zéro souci en 12. Et je pense en plus que c'est le joueur, parce qu'il y a des joueurs qui sont comme ça, qui est capable d'augmenter son curseur d'intensité et élever son niveau de jeu par rapport à l'adversaire qui va jouer et en fonction d'une compétition. C'est le joueur, tu as l'impression, qui s'adapte en permanence à l'oppression de l'équipe adverse et à la densité du jeu, à sa complexité, et plus les impacts sont rudes, plus c'est un mec qui va monter. On attend bien sûr le duel avec Jordi Barrett, parce que Jordi Barrett, je vous l'ai déjà dit, pour moi c'est le joueur que la Nouvelle-Zélande a trouvé au poste de numéro 12 et qui te permet d'assurer cette stabilité au centre du terrain qu'il n'avait pas forcément avant. En 13, Fickou, pas de souci. Et arrêtez de me dire on décale Fickou au numéro 12 parce que ça je le lis ou je l'entends, mais je suis pas d'accord. Fickou il est en 13 depuis combien d'années? Pourquoi tu veux le changer aussi? Laisse-le, il est bien en 13, non? Aux ailes, Penaud et Villiers et à l'arrière Ramos. Se pose la question du banc. Donc on a les 3 premières lignes, on en a déjà parlé. Avec Tao, ça fait 4. Derrière, on a Lucu en 9, normal. Et là, ça devient intéressant. 6 avant 2 3 quarts ou 5 avant et 3 3 quarts? Parce que là, ça change tout. On se demandait tous quelles étaient les options que Galtier il allait nous sortir. Eh bien, Galtier a décidé de surprendre tout le monde en basculant sur un banc à 5-3. Et ça, c'est en partie dû, je pense, à la blessure de Danti qui modifie la structure derrière. Et donc, puisqu'il n'y a que Moefana en profil de centre, et l'option de Boudéan pour dépanner au centre, elle n'est pas spécialement retenue. Boudéan, il va jouer devant, et donc du coup, c'est Arthur Vincent qui fait son grand retour. Et alors lui, c'est un sacré comeback qu'il est en train de faire quand même, parce qu'il revient de très loin, mais du coup, on a vraiment un spécialiste au poste de centre, un spécialiste au poste d'arrière, avec Moefana qui peut basculer à l'aile, et un spécialiste du poste numéro 9. Et donc là, c'est Macalou qui va en faire les frais, puisque sa polyvalence entre le centre et l'aile, elle est absorbée par le fait que tu as Vincent qui peut dépanner à l'aile, comme Moefana qui peut basculer à l'aile, et éventuellement Fickou. Qui est-ce qu'on envoie derrière? Alors éventuellement, hein, tu peux faire passer Moefana à l'aile et faire passer Boudéan au centre. Mais encore une fois, ça c'est des options que tu aimes bien avoir sous le coude, mais que tu n'as pas envie d'utiliser. Si ton centre du terrain avec Moefana et Fickou il se porte bien, mais pourquoi est-ce que tu vas toucher à quelque chose qui fonctionne bien dans ton équipe? Tu essayes de t'adapter quand tu t'entraînes pour trouver des solutions, mais t'es pas là pour faire plaisir à tout le monde et jouer à la roulette russe. Non, sauf avec Jelonge peut-être. Ah oui, tu me dirais, on pourrait faire passer Fickou en 12 et puis Penaud en 13 et Moefana à l'aile. Pourquoi? Non, je suis pas d'accord. Et oui, Louis Bielbiarré, il est plus polyvalent que Melvin Jaminet. Mais tu as besoin du jeu au pied de Melvin Jaminet, je pense, sur des matchs comme ça. Melvin, il a l'expérience du Grand Chelem, et voilà, c'est un buteur fiable, et sa longueur de jeu au pied, elle va te faire du bien, tu le sais. On arrive à la fin de la vidéo, et la prochaine vidéo, ça va être a priori le débrief de France-Nouvelle-Zélande. Si t'es pas abonné, je t'invite à le faire tout de suite, à lâcher ton petit pouce bleu pour pas oublier surtout, à m'écrire dans les commentaires si tu penses que ce que j'ai comme analyse de la compo, elle est bonne. N'hésite pas à aller t'inscrire sur le site de TheBet, parce que ça va me donner de la force à moi pour pouvoir continuer à produire, puisque ça prend énormément de temps de produire. Ils vont me soutenir pendant toute la compétition, et donc c'est normal. Et puis, on se revoit au SDUS à Saint-Denis. Allez, topette!